Mais d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Claire-Marie Legendre, je suis coordonnatrice à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. C'est ça, on s'attend à avoir un certain nombre de personnes, donc on va laisser nos caméras éteintes au moins pour la partie présentation. On va vraisemblablement les rallumer pour la partie échange. Comme vous avez dû le voir, sûrement la présentation va être enregistrée. La partie échange ne le sera pas, donc ça permet d'éviter tous les enjeux liés aux autorisations. On vous demandera, si vous avez des commentaires ou des questions, de les garder pour la fin, mais vous pouvez vous les inscrire quand même dans le fil de conversation et on les regardera à la fin des 5 présentations pour avoir une période d'échange vraiment à ce moment-là, à la toute fin. La manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir un mot de bienvenue et ensuite, on aura des présentations qui seront vraiment des présentations de type éclair, c'est-à-dire que ce sera des présentations de 13 minutes chacune qui vont être enchaînées les unes après les autres avec une période de questions et d'échanges à la fin de ces 5 présentations-là. Donc, il y a encore des gens qui sont en train de se brancher, mais il est déjà 12h05. Donc, on a 1h30 devant nous, mais on ne veut pas non plus perdre du temps. Donc, j'inviterai tout de suite Stéphanie McMahon, directrice de la DCMU, à ouvrir son micro et sa caméra. Et je te laisserai débuter, Stéphanie, avec ton mot de bienvenue. Ensuite, je reprendrai la parole vraiment 30 secondes seulement pour annoncer la première conférencière. Donc, Stéphanie, c'est à toi. Merci Claire-Marie, merci pour l'invitation. Donc peut-être on est dans un monde d'acronymes DCMU pour les gens qui ne le savent pas, Direction de coordination de la mission universitaire. Donc vraiment bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition des rendez-vous de la recherche qualitative. Donc on parle de rendez-vous puisqu'il s'agit d'un événement qui sera appelé à revenir à chaque année. Je tiens à souligner que cet événement implique la collaboration des 3 infrastructures de recherche du CIUS de l'Estrichus. Peut-être pas une première, mais vraiment une suite qu'on souhaite donner parce qu'on se rend compte que la complexité de nos soins et services dans notre établissement, de la première à la 4e ligne, nécessite en fait un coup de pouce et des expertises de chercheurs de grande étendue, donc de la naissance aux soins de fin de vie. Et on a la chance, en fait, on est, je vous dirais, probablement le seul établissement au Québec qui bénéficie de la présence d'infrastructures de recherche qui couvrent l'ensemble des missions d'un établissement de santé et services sociaux. Donc, chez nous, on parle en fait de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, Centre de recherche sur le vieillissement et le Centre de recherche du CHUS. Donc, au-delà aussi des expertises, on a besoin d'un arsenal d'approches et d'outils et la recherche qualitative est certainement très significative à la contribution, à l'évolution, au développement et l'amélioration des soins et services aux usagers, à la population aussi de notre territoire. Donc, pour moi, c'est vraiment un élément fort intéressant et qu'on laisse une place particulière à la recherche qualitative dont on entend souvent moins parler. Mais qui est tout aussi importante et utile dans l'amélioration de nos soins et services. Je tiens aussi à remercier les organisateurs qui ont travaillé fort à cette première édition. Il y a 3 personnes qui ont été clés dans cette édition qui vous est présentée aujourd'hui. Donc, Claire-Marie, que vous avez eu l'occasion déjà d'entendre, mais aussi Jennifer Saint-Laurent et Shara Panadi qui y ont contribué. Donc, un énorme merci d'initier ces beaux moments d'échange. Je m'arrête donc ici pour laisser la place à notre objectif, l'objectif de notre présence commune aujourd'hui, soit la diffusion des savoirs développés par la recherche qualitative. Et je sais que ce sera des présentations courtes, donc je garde mon mot court pour laisser tout le temps aux chercheurs qui ont des savoirs à nous présenter. Donc, merci et bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. Effectivement, ça va être des présentations courtes, des présentations éclairs de 13 minutes chacune. On vous demandera de garder vos questions ou vos commentaires pour la période d'échange qui va suivre les 5 courtes présentations. Je vais vous donner l'ordre de passage pour les présentateurs. On va commencer par Catherine Hudon. Ensuite, on aura Anne-Marie Touga qui va présenter en binôme avec Julie-Christine Coton et Rémi Beauchemin. Ensuite, Marie-Claude Jacques, Isabelle Gaboury et Ruth
Njabou. Je l'ai même prononcé correctement. Donc, merci à tous. Vous avez tous vos caméras qui sont fermées, donc merci beaucoup. Ça va permettre à la bande passante de se maintenir. On voit qu'on est tous bien habitués maintenant avec le virtuel. Fait que sans plus attendre, je demanderai à Catherine d'allumer son micro et sa caméra et de commencer, Catherine, ton partage d'écran pour ta présentation, s'il te plaît. Est-ce que ça va? Ça va, on voit très, très bien. Donc, Catherine, c'est à toi. Bon, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment très plaisir d'être parmi vous pour vous parler de notre projet partenaire pour une organisation optimale de la trajectoire de soins des patients ayant des besoins complexes et grands utilisateurs de services de santé, une étude de cas avec approche participative. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure au département de médecine de famille et médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke, chercheur au centre de recherche du CHU et également à l'Institut de première ligne. Alors, donc, évidemment, le projet que je vous présente est le fruit d'un travail d'équipe. Alors, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Maud-Christine Chouinard, entre autres, comme chercheur principal. On a travaillé également avec Véronique, qui était patient partenaire, avec notre équipe de professionnels de recherche, avec des gestionnaires du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont Marc Villeneuve, Jean Morneau, Mélanie Paradis. Il y en a d'autres qui ont été également impliqués. Et une équipe de co-chercheurs. Alors, je salue et remercie l'ensemble de l'équipe. Alors, très brièvement, les grands utilisateurs de services de santé, en fait, il y a des personnes qui peuvent avoir une ou plusieurs maladies chroniques de santé chronique physique, avec parfois des troubles de santé mentale, une vulnérabilité socio-économique qui fait que ces personnes-là ont des besoins complexes et peuvent être amenés à faire une grande utilisation des services de santé. Grande utilisation, en fait, il peut y avoir certains défis pour bien répondre aux besoins de cette clientèle-là dans le système de santé. Alors, on sait que la gestion de cas, il y a plusieurs études qui ont documenté que la gestion de cas était efficace pour les grands utilisateurs de services de santé, à la fois pour améliorer leur expérience au niveau des soins intégrés, puis pour diminuer le nombre de visites à l'urgence et d'hospitalisation également. Alors, dans les différentes études qui ont été faites sur la gestion de cas, les gestionnaires de cas, il y a des gestionnaires de la gestion de cas qui a été faite plus en prédominance du côté hospitalier. Il y a certaines études, en particulier de notre équipe, on a fait plusieurs études qui se déroulaient où le gestionnaire de cas ou l'intervenant pivot était situé en première ligne. Alors, on sait que, il y a certains avantages et inconvénients aux deux modèles. Ce qu'on sait, c'est que peu importe où se situe le gestionnaire de cas, il persiste souvent des défis de coordination puis d'arrimage justement entre les établissements et les milieux de soins de première ligne, entre autres les groupes de médecine de famille, par exemple, au Québec. Alors, les objectifs de notre étude, c'était d'implanter une intervention de gestion de cas intégrée où des infirmières de première ligne jouaient un rôle d'intervenant pivot et travaillaient en étroite collaboration avec des gestionnaires de cas de milieu hospitalier pour les grands utilisateurs de services de santé. On visait, outre l'implantation, à évaluer les facteurs contextuels qui facilitaient ou nuisaient à l'implantation et d'évaluer les résultats qualitatifs et quantitatifs. Alors, je sais que on parle surtout de recherche qualitative aujourd'hui, mais on a ici un exemple de devis mixte qui est quand même un exemple là, intéressant aussi de recherche qualitative. Alors, on a fait une étude de cas multiples où, comme je le mentionnais, avec des données mixtes, où les cas, en fait, c'était des diades où il y avait un GMF qui travaillait en étroite collaboration avec un établissement. Et donc, 4 diades dans le cas qui nous concerne. Et on a fait une analyse à différents niveaux. Étant donné que c'est une présentation courte, on va passer un peu plus vite sur les niveaux.
Alors, on a utilisé le Consolidated Framework for Implementation Research comme cadre conceptuel. En fait, c'est un cadre de Dan Schroeder qui propose 5 grands domaines pour évaluer l'implantation d'une innovation, les caractéristiques de l'intervention, le milieu externe, le milieu interne, les caractéristiques des individus qui sont impliqués et le processus d'implantation. Alors, comme je le mentionnais, le projet s'est déroulé dans le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui compte 6 établissements. C'est une région, en fait, où il y a quand même une faible densité de population. On a travaillé avec 4 DIAD, donc 4 GMF différents qui étaient affiliés à 4 établissements du CIUS. Et on a recruté les participants à partir de la liste des grands utilisateurs adultes, en fait, qui était générée par les gestionnaires de cas du CIUS. Alors, on a formé un comité aviseur et c'est probablement la particularité de l'approche. C'est quand on parle d'études de cas, en fait, l'approche participative, c'est qu'on travaillait en étroite collaboration avec les gestionnaires du CIUS. Donc, le comité aviseur qui était formé de 2 à 5 gestionnaires, en fait, ça variait d'une réunion à l'autre. C'était des réunions qui étaient aux 2 semaines, alors c'est les gens qui pouvaient se joindre qui se joignaient. Une patiente partenaire, Véronique, que j'ai nommée tout à l'heure, un coordonnateur de recherche et les 2 chercheurs principaux. Donc, le but du comité aviseur, c'était vraiment de bien planifier l'implantation, d'obtenir de la rétroaction du terrain, donc des cliniques et des établissements participants, de régler les problèmes d'implantation au fur et à mesure et éventuellement de faire une dissémination des résultats. Alors, au niveau de l'implantation, les gestionnaires de cas et les intervenants pivots, là, les infirmières des GMF, ont reçu 4 heures de formation. En fait, les gestionnaires de cas étaient déjà en pratique, mais les infirmières ont reçu 4 heures de formation sur leur rôle d'intervention pivot en gestion de cas. Et on a formé également une communauté de pratique, donc réunissant à la fois les infirmières pivots et les gestionnaires de cas, pour s'assurer qu'ils se réunissaient à peu près mensuellement pour s'assurer du développement, un bon développement des capacités. Au niveau de la collecte des données, on a fait des entrevues et des groupes de discussion. Je dirais que la majeure partie de la collecte des données était des entrevues, des groupes de discussion au début, puis à la fin de l'implantation, qui était d'une durée de 6 mois. Évidemment, le coordonnateur de recherche a pris plusieurs notes de terrain. Il y avait des questionnaires, on va les voir à la prochaine diapo pour les mesures quantitatives et on a mesuré également le nombre de visites à l'urgence dans les derniers 6 mois avant de commencer l'intervention, puis 6 mois après le début. Alors, les mesures quantitatives, on a mesuré la morbidité à l'aide de la version française du DBMA. On a mesuré les soins intégrés, l'expérience des soins intégrés avec la version française du Patient Experience of Integrated Care Scale et on a mesuré l'autogestion de la santé avec la version française du Partners in Health Scale. Je pense que mes diapos semblent pas céder. J'ai l'impression qu'il y a un timer qui m'a échappé. Là, je suis désolée. Au niveau de l'analyse, donc, on a fait une analyse thématique déductive, inductive à partir de notre modèle puis des données émergentes pour chacun des cas. On a fait une analyse des données quantitatives aussi. Et finalement, on a intégré les données qualitatives, quantitatives pour chacun des cas, pour chacune des DIAD et on les a comparées. Je vais vous présenter les résultats. Alors, les 4 GMF participants, on voit que ça variait de 1 site à 5 sites, avec des GMF qui allaient de 14 000 patients inscrits à 27 000 patients inscrits. Et il y avait 2 GMF qui étaient des GMF internes au CIUS et 2 qui étaient des GMF externes. Alors, le niveau d'implantation dans les 4 DIAD, c'est aller de aucune implantation dans une des 4 DIAD. Je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Une DIAD où il y a eu vraiment une implantation qui a été très, très élevée, complète, et 2 où ça a été modéré. Alors, on voit au niveau des résultats qualitatifs que pour l'ensemble des DIAD, sauf celles où il n'y a pas eu d'implantation, on a noté des résultats qualitatifs dont un meilleur accès, un meilleur sentiment de sécurité pour les patients, meilleure autogestion, moins de visites à l'urgence et une satisfaction globale qui était positive.
Au niveau des résultats quantitatifs, et je souligne ici que le N, parce que c'est quand même des patients, là, il n'y a pas une grande prévalence de ces patients-là. Donc, dans chacune des cliniques, ça faisait un N qui était relativement petit, ce qui a limité un peu la puissance pour le calcul. On a quand même été capable de démontrer dans la diade où il y a eu une très bonne implantation, une amélioration significative des soins intégrés et une tendance à l'amélioration de l'autogestion visite à l'urgence qui serait probablement confirmée là, avec un échantillon un peu plus grand. Par contre, dans les milieux où il y a eu une implantation, que ce soit modérée, une implantation modérée ou pas du tout, on n'a pas pu observer de résultats quantitatifs. Alors, au niveau des histoires de cas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu où ça s'est très bien passé? Il y avait un très fort leadership de l'ensemble de l'équipe. Il y a eu une excellente collaboration entre l'intervenant pivot et le gestionnaire de cas, ce qui nous a permis de mesurer des résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs. Dans la diade C, en fait, il y a eu plusieurs résistances du médecin responsable qui était intéressé initialement à participer à l'étude, mais qui a changé d'idée en cours de route. Donc, ce leadership-là a eu l'effet qu'il n'y a pas eu d'implantation du tout, là, ou à peu près pas dans la clinique, donc peu de résultats. Dans les deux autres milieux, dans le milieu B, il y a eu une difficulté au début à identifier défis à identifier les patients au début. Alors, mais il y a eu un bon soutien du gestionnaire de cas. Finalement, on a réussi en cours de route à améliorer là, la difficulté et on commençait à observer des résultats qualitatifs positifs. Et dans la diade B, c'est un peu similaire. La différence, c'était un peu de résistance de l'équipe médicale au début, mais avec un bon leadership du médecin responsable, ce qui a fait qu'on a pu aussi observer des résultats positifs. Alors, ici, en fait, pour mentionner que l'approche participative, à partir d'un autre projet, là, du projet Precare, où on a utilisé une approche participative similaire pour l'étude de cas, on va publier l'article qui est accepté. L'approche participative, en fait, qui décrit en profondeur le type d'approche avec des milieux des organisations. En fait, ce qu'on propose finalement dans cette approche-là, c'est vraiment de greffer à l'étude de cas une approche participative, mais qui est dans une perspective pragmatique. Donc, pas nécessairement une approche où il y a une co-construction avec tous les acteurs à chaque moment, ce qui serait très, très difficile avec des organisations, des décideurs, des gestionnaires qui sont très occupés, mais où on les implique dans différentes étapes de la recherche, en fait, pour vraiment qu'ils puissent faciliter particulièrement l'implantation et le transfert des pratiques. Donc, les messages clés de la présentation, c'est que l'approche de gestion de cas intégrée, c'est une approche qui est très prometteuse. On a été capable de démontrer que quand l'implantation se passe bien, il y a un impact positif qui est mesuré aussi qualitativement et quantitativement. Que le leadership collectif est un élément clé, donc ça prend vraiment un leadership de l'ensemble des acteurs, tant de l'infirmière pivot, de l'équipe médicale, des gestionnaires, etc. Et que l'engagement du médecin responsable est un élément qui est un ingrédient qui est essentiel. Si le médecin responsable ne s'engage pas et surtout s'il émet de la résistance en cours de route, ça rend l'implantation vraiment très difficile d'une innovation comme celle-là à l'intérieur d'un GMF. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis encore désolée des diapos qui changeaient un peu seuls à certains moments. Il me fera plaisir de répondre à vos questions à la toute fin, là, à la période des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Écoute, c'était parfait. Je n'ai même pas eu à te faire coucou pour te dire il reste 1 minute. Tu as tenu ton temps absolument parfaitement. Tu l'as même fait plus court. Tu l'as fait en 12 minutes. Merci pour cette belle présentation. Et effectivement, je pense que ça va donner lieu à des beaux échanges à la fin des présentations. J'inviterai pour la suite Anne-Marie Touga, Julie-Christine Coton et Rémi Beauchemin pour leur présentation sur la méthode photo-voix. Anne-Marie, si c'est toi qui partage votre présentation, je t'inviterai à débuter ton partage d'écran. Exactement, c'est moi qui fais le partage et je crois que je dois me mettre en mode présentation. Je vais vous laisser me dire si vous voyez bien les choses. On voit ta présentation, mais on voit tes petites diapositives sur le côté. Est-ce que tu es capable de le mettre? Oui, utiliser le diaporama, j'imagine.
Ça devrait être mieux, oui, hein? On le voit très bien. Parfait, excellent, merci beaucoup. Donc, bonjour, merci beaucoup pour cette belle initiative de ce midi. Je suis très heureuse d'y participer. Un peu fébrile à l'idée de résumer mon propos en 13 minutes, mais aussi contente parce que je suis accompagnée dans cette démarche-là. Donc, mon nom, c'est Anne-Marie Touga, je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et avec ma collègue Julie-Christine Coton, que vous pourrez entendre dans quelques minutes, qui, elle, est du programme en toxicomanie à la Faculté de médecine, et Rémi Paré-Beauchemin, qui est étudiant à la maîtrise en psychoéducation chez nous, dont j'ai la chance de superviser les travaux. On a récemment soumis un article à la revue Recherche qualitative exactement sur le sujet que je vais amorcer dans les prochaines secondes. Donc, on vous parle de la méthode PhotoVoice et plus largement, comme une méthode comme étant utile pour mettre des images, des mots et une démarche qui nous permet de faire entendre la voix des jeunes. Donc, on s'inscrit vraiment dans le thème de la conférence midi. On parle de recherche d'approche participative. Donc, faire entendre la voix des jeunes va décidément dans cette direction-là. Je tente de changer ma diapo. Voilà, dans le bas. Alors, on s'est donné 2 objectifs. On essaie de rester quand même modeste et réaliste. Dans un premier temps, vous présenter qu'est-ce que c'est que cette fameuse méthode-là, PhotoVoice, et dans un deuxième temps, illustrer ce que nous, on a vu en termes de possibilités, mais aussi d'enjeux d'utiliser cette méthode-là dans nos travaux respectifs. Donc, je parle de mes travaux que je dirige, mais aussi ceux de la professeure Coton. Et je souligne par le fait même que Rémi réalise actuellement son mémoire en utilisant la méthode PhotoVoice. Alors, ça pourrait être très intéressant pour un prochain midi-conférence de l'inviter à partager ses résultats qui sont aussi très parlants. Donc, origine et application du PhotoVoice, on remet toujours à Wang et Burris, si on veut, l'origine du PhotoVoice dans le milieu des années 90. Donc, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que cette méthode-là est en utilisation. On la définit comme étant une méthode de recherche qualitative, assurément, qui utilise le médium de la photographie, vous l'aviez peut-être deviné déjà, avec l'objectif de permettre à des personnes de communiquer leur expérience auprès d'auditoires publics et académiques. Donc, dans les travaux phares de Wang et Burris, ça a commencé vraiment avec un échantillon, une population de Chine, donc des femmes originaires d'un village pauvre en milieu rural, auprès de qui on utilisait justement la photo dans un premier objectif d'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, mais aussi un objectif d'habilitation, de conscientisation dans le but de développer le pouvoir d'agir de ces femmes-là à l'égard de leurs propres besoins. Et par le fait même, l'utilisation de la photo permettait de mettre au jour des constructions sociales et politiques qui contribuaient à la marginalisation de ces femmes-là. Donc, dans l'exercice, dans les travaux de recherche que Wang et Burris ont menés, ils utilisaient la photo vraiment dans une perspective émancipatrice auprès de ces femmes-là. Et la prise de photo prenait la forme ultimement d'une exposition et d'un livre qui permettait plus largement de rendre compte de l'expérience de ces femmes. Bien sûr, ça remonte aux années 90, mais depuis ce temps-là, c'est une méthode qui, quand même, on peut dire, a été grandement reconnue, répandue dans différents champs disciplinaires, la santé, l'éducation, les sciences sociales, et elle a également été utilisée auprès d'une multitude de populations dans différents pays pour aborder des sujets diversifiés, mais le plus souvent qui avaient trait à la santé physique, mentale et des enjeux, bien sûr, de justice sociale. On voit clairement la portée émancipatrice de la méthode qui l'associe à ces thèmes-là de façon très, très naturelle. La méthode, elle est particulière, elle est différente d'autres méthodes qualitatives qui utilisent la photo parce qu'elle comporte une double finalité. Donc, elle va au-delà du rôle conventionnel qu'on confère habituellement à la collecte de données pour inviter les participants à être un petit peu plus actifs
à défendre leurs droits pour favoriser leur bien-être et celui de leur communauté. Donc, on situe bien souvent la méthode PhotoVoice à mi-chemin ou en tout cas en fusion entre la recherche et l'intervention parce qu'elle poursuit à la fois une finalité d'expression personnelle. La photo permet à la personne de mieux représenter son expérience, de mettre des mots, des images sur ce qu'elle vit, mais la finalité aussi de la recherche en tant que telle peut avoir une portée sociale très grande, peut changer des choses. C'est pour cette raison-là que les auteurs Wang et Burris ont proposé l'acronyme Photo et Voice, puisque Voice signifiait Voicing Our Individual and Collective Experience. Donc, il y a vraiment un aspect, oui, personnel, mais aussi un aspect social très, très, très fort dans la méthode. Sur le plan de l'ancrage théorique, donc, naturellement, les auteurs ont inscrit leur méthode dans le courant de la recherche-action participative en citant d'entrée de jeu trois grandes perspectives théoriques critiques dont elles reprennent des idées très, très fortes. Donc, on va parler le courant initié par Paulo Freire, les théories féministes et le courant de photographie documentaire communautaire. Et à travers ces perspectives-là théoriques à saveur plus critique, bien, on reconnaît des valeurs, des thèmes qui ressortent et qui mettent encore une fois à l'avant-plan la dimension émancipatrice de la méthode. Quand on parle maintenant de la démarche, de comment ça se passe un PhotoVoice, on va retrouver toutes sortes de choses, mais généralement, on va la présenter très brièvement en 3 phases types. On va dire, bien, la première chose à faire, nos participants vont prendre des photos sur un thème préétabli. Deuxième chose, on les met ensemble, on les fait discuter du contenu, voir qu'est-ce qui va émerger, encore là, de manière tout à fait qualitative et inductive. Et troisième étape à ne pas négliger, c'est la présentation de ces résultats-là auprès d'un public de décideurs qu'on aura préalablement identifié. Donc, 3 phases types, mais qui peuvent bien sûr comporter des petits détails. Je termine sur la méthode pour dire que lorsqu'on regarde les écrits de Wang et Burris et de ceux qui les ont suivis, on devine instinctivement que c'est une méthode qui nous semble tout à fait indiquée auprès des jeunes vulnérables. On nous dit que c'est une méthode qui est appropriée pour des personnes avec peu d'argent, de pouvoir, de statut, des enfants, des analphabètes. Il y a des illustrations de ça assez importantes dans la littérature jusqu'à présent et on met en valeur à travers ça tout le potentiel, l'aspect très, très accessible, attrayant, créatif et flexible de la méthode PhotoVoice. Donc, pour nos situations, dans mes travaux à moi, dans ceux de Julie-Christine, on y voyait vraiment un potentiel intéressant pour contribuer à l'amélioration des soins et des services cliniques à partir vraiment du point de vue des personnes concernées. Et dans la littérature, on a vu notamment des écrits qui traitaient des enjeux liés à la santé mentale des jeunes, liés avec mes travaux, ou encore à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui fait le lien cette fois-ci avec les travaux de la professeure Coton. Je vous parle brièvement de l'intérêt de la méthode PhotoVoice dans mes propres travaux. Donc, je mène depuis quelques années le projet Trampoline qui, après un bon exercice de recension des écrits, nous a conduit avec les partenaires à développer un guide de pratique dont l'objectif est de favoriser l'accompagnement au retour à l'école chez les jeunes qui sont hospitalisés en pédopsychiatrie. Donc, on a développé ce guide-là sur la base des écrits en co-construction avec les partenaires sur le terrain, en misant sur l'expertise développée depuis les dernières années. Et comme équipe de recherche, quand on a avancé dans notre rédaction, on a voulu s'assurer qu'on faisait les choses, bien sûr, selon les règles de l'art. Alors, on a consulté des guides de pratique sur comment on écrit un guide de pratique. Vous allez trouver ça un peu drôle, un peu bizarre de dire ça, mais ça existe. Notamment, l'INES a publié beaucoup sur le développement de guides de pratique. Et parmi les critères de qualité de ces guides-là, il y en a un qui a retenu notre attention, à savoir que les parties prenantes qui sont concernées
par la problématique d'un guide devrait être interpellé dans le processus de production du guide de pratique. Et on s'est retrouvé un peu à faire le constat que, bon, on avait fait notre travail pas mal entre adultes jusqu'à présent, on l'avait bien fait, mais les jeunes, la voix des jeunes, on ne l'entendait pas nécessairement dans notre guide de pratique. Donc, on s'est dit, si on veut faire quelque chose de qualité, c'est important, il faut donner la voix aux jeunes. D'où l'intérêt de la méthode Photo Voice qu'on tente d'implanter à l'intérieur d'un projet de recherche qui s'intitule Regard sur mon retour. On souhaite, à partir du point de vue d'une dizaine d'adolescents qui ont réintégré l'école après une hospitalisation en pédopsychiatrie, on souhaite comprendre leur expérience de retour à l'école en utilisant la méthode Photo Voice. On collabore avec les intervenants de la première ligne au recrutement de ces adolescents-là parce qu'on, bien sûr, on sait qu'ils sont fragiles, puis on veut assurer leur sécurité. Donc, les intervenants, à l'intérieur de leur charge de cas, dès qu'ils ciblent un adolescent qui répond aux critères recherchés, vont lui parler brièvement de la recherche et si l'adolescent accepte d'être contacté, l'intervenant va nous référer cette personne-là et le groupe de recherche va procéder à toute la démarche nécessaire au consentement clair, libre et éclairé. Pardon. Donc, là, je vais très, très, très vite parce que c'est ma dernière diapo avant de passer la parole à Julie-Christine. Bien sûr, la méthode Photo Voice, pour nous, c'était une belle source de possibilités pour avoir accès aux mots des jeunes, à leur point de vue. On sait que les jeunes, de plus en plus, ont la facilité ou du moins le réflexe de partager leur vécu par la voie de photo. On a juste à penser à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, pour nous, la photo représentait vraiment une façon de les accrocher, une méthode attrayante, une façon de les aider aussi à s'exprimer, puisque c'est ce qui est dit aussi dans la littérature. La photo vient soutenir l'expression personnelle. Par contre, quand est venu le temps de mettre en place vraiment cette démarche-là de Photo Voice, ça a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup d'enjeux. J'en nomme 3 très rapidement. Le premier étant lié au fait de mettre en place une modalité de groupe. Je vous rappelle les étapes. Là. La deuxième étape du Photo Voice amène une discussion collective des résultats. Dans notre situation, on a discuté de cette possibilité-là avec les partenaires du milieu clinique et vraiment, il y avait des réticences importantes, puis tout à fait valables, à l'effet que les jeunes sont encore très fragiles lorsqu'ils sortent de la pédopsychiatrie et que de les mettre dans un contexte de groupe où ils côtoient des jeunes ayant vécu la même chose qu'eux pourrait avoir pour effet de faire ressurgir des difficultés. Donc, on a dû jongler avec ça, trouver une façon d'adapter la méthode. On va devoir passer davantage par des entrevues individuelles, mais en prenant cette décision-là de réaliser des entrevues individuelles plutôt que des entrevues de groupe, on se questionne à savoir jusqu'où la vocation émancipatrice de la méthode, la portée sociale, n'est pas un peu réduite. Le deuxième enjeu, très rapidement, je vous disais qu'on collabore avec les intervenants de la première ligne pour recruter les jeunes. C'est notamment pour assurer leur sécurité. Par contre, depuis le début du recrutement, on voit que parfois, c'est pas si évident de rejoindre des jeunes qui sont fragiles. S'ils sont pris en charge, c'est bien souvent parce qu'ils sont en grande détresse et quelques réponses, on a reçu quelques refus de la part de ces jeunes-là, notamment puisqu'ils disaient ne se sentaient pas légitimes de donner leur point de vue par rapport au retour à l'école. Donc, on a vraiment des jeunes qui sont très, très fragiles et même par le biais d'une stratégie de recrutement la plus sécurisante possible, on a de la difficulté à les atteindre. Fait que ça nous pose vraiment des questionnements. Et enfin, le troisième enjeu autour du choix du médium, le choix de la photo. On fait ce choix-là pour faciliter l'expression personnelle. On le fait aussi parce qu'on pense que c'est attrayant, que c'est un peu, on pourrait dire, cool pour les ados. Par contre, ce n'est pas nécessairement cool pour tous les ados. Certains voudraient peut-être plutôt nous composer une chanson, rédiger un poème, faire un dessin.
Et ça nous a été communiqué par nos partenaires et on se demandait jusqu'où on pouvait se permettre d'accepter ces initiatives-là un peu différentes puisque ça ne permettait pas nécessairement une exposition aussi attrayante des résultats. Donc, on parle d'une exposition auprès des partenaires, mais aussi à l'intérieur de notre guide de pratique. On veut mettre des photos pour rendre compte du vécu des jeunes. Maintenant, si les jeunes, ce n'est pas leur médium de prédilection, est-ce qu'on doit respecter leur choix personnel ou on doit miser sur la portée, les retombées, l'avantage social de la recherche? Alors, je termine avec ces questionnements-là pour passer le micro, si on veut, à ma collègue Julie-Christine. Je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro et poursuivre. Bonjour, allô. Je vais te laisser, Anne-Marie, changer les PowerPoint. Parfait, un grand merci. Peut-être encore une fois pour... Oui, OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Claire-Marie m'a permis un petit 4-5 minutes. Là. Merci beaucoup pour ça. Donc, grosso modo, mes travaux de recherche depuis 2017 sont beaucoup centrés sur le fait d'améliorer les soins et services qui sont offerts aux personnes trans, non-binaires ou en questionnement identitaire de genre suite à ma pratique en psychoéducation où j'avais eu un premier patient trans. J'avais vu le besoin, donc j'ai réorienté mes travaux de recherche à ce moment-là en 2017. Et récemment, j'ai élargi davantage aux personnes LGBTQ+. Donc, le point de départ de tout ça, c'est la formation du comité de concertation pour la santé trans en Estrie en février 2018, où est-ce qu'il y avait des personnes professionnelles, chercheuses, endocrinologie, psychiatrie, médecine générale, et différents acteurs clés du secteur privé, du secteur communautaire et aussi un bassin assez important dans ce comité-là de personnes trans et non-binaires. Et rapidement, je me suis fait demander comme chercheuse de les aider à aller chercher des données pour venir appuyer leur demande au CIUS de l'Estrie-CHUS pour améliorer les soins et services. Des fois, c'était carrément une question d'accès. Les gens devaient aller à Montréal. Donc, on a créé un sous-comité consultatif de la recherche où il y avait autant de personnes trans non-binaires que de personnes chercheuses, sinon plus par moment. Et finalement, ça l'a mené à une enquête rapidement dans les quelques mois qui ont suivi la première rencontre. On lançait la toute première enquête pour mieux comprendre les enjeux en lien avec les services chez les personnes trans non-binaires. Et actuellement, j'ai élargi avec un autre projet de recherche sur le développement des services communautaires pour les jeunes et moins jeunes LGBTQ+, et leurs proches. Donc, on est vraiment dans l'amélioration des pratiques et ça implique souvent des institutions publiques. Donc, tout au long de ces processus-là, j'ai vraiment vu différents enjeux, notamment au niveau de la conciliation des univers sociopolitiques différents entre mon univers comme prof-chercheuse versus l'univers plus institutionnel du CIUS de l'Estrie-CHUS qui ont leur propre rythme et l'univers des jeunes trans et non-binaires qui ont aussi leur propre rythme. On a tous et toutes des enjeux différents et des pouvoirs différents. Il y a aussi le phénomène de research fatigue. C'est des personnes qui sont quand même assez minoritaires, donc qui se font énormément solliciter pour contribuer à toutes sortes de projets de recherche plus ou moins proches de retombées parfois souhaitées de leur part. Et finalement, les enjeux de reconnaissance de pouvoir, mais aussi de reconnaissance, c'est des personnes qui n'étaient pas toujours rémunérées pour la consultation, pour l'expertise qu'on allait leur demander. Donc là, à un moment donné, ils ont dit d'accord, est-ce qu'on peut avoir une place plus claire dans votre recherche? Donc, on s'est demandé à différents moments, est-ce qu'on insère la méthode PhotoVoice ou pas au devis de recherche? Et moi, j'ai longuement hésité. On peut changer.
J'avais 3 principales réflexions. Ma première, c'était de générer des faux espoirs parce que j'avais vu le rythme très différent entre puis aussi les approches qui étaient différentes. Je connais quand même bien l'institution du CIUS. Je connais quand même de plus en plus les sous-groupes trans non-binaires plus mobilisés. Donc, je voyais que parfois, il y avait une approche très activiste au sein des communautés et je trouvais qu'il y avait un certain clash, permettez-moi l'expression, avec les approches qui sont entreprises dans des milieux, dans les institutions habituellement. Donc, il y avait comme des enjeux de rythme, je trouvais, et j'avais peur de nuire aux liens déjà précaires entre l'institution et les personnes trans non-binaires. Je trouvais que c'était 2 univers très différents. On peut changer, Anne-Marie. À ce jour, je n'ai pas fait complètement mon deuil de la méthode photo-voix. Pour l'instant, je viens tout juste d'apprendre que mon projet de laboratoire de recherche inclusif a été financé par la Fondation Vité. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller au-delà de la méthode photo-voix puis de plus investir pour l'instant dans l'équipe de recherche. Donc, ces fonds-là vont me permettre d'embaucher comme assistante de recherche tout au long des différentes étapes 3 personnes trans non-binaires usagères du CIUS qui vont pas seulement participer à la recherche, mais contribuer à animer certains focus group pour aider à préparer la recherche. Donc, on avait vraiment un souci d'avoir plus de parité entre les chercheurs qui... On se déclarait tous cisgenres et les personnes usagères qui sont concernées. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça. La méthode photo-voix n'est pas exclue, mais on veut vraiment donner une place plus importante pour les personnes usagères trans à titre dans l'équipe même de recherche. Donc, les constats, grosso modo, photo-voix, c'est une belle méthode. On trouve que des fois, c'est peut-être un peu romancé. On la présente souvent comme 3 moments forts, comme Anne-Marie a parlé, mais au final, c'est une démarche en 9 étapes idéalement à suivre et il y a différents degrés d'engagement possibles. La simple adhésion à la méthode ne suffit pas pour activer le potentiel émancipateur. Puis comme vous l'avez vu brièvement dans la rencontre, il y a aussi certains enjeux et risques possibles. Et une utilisation naïve du photo-voice est susceptible de générer des conséquences contradictoires. Donc, au plaisir de peut-être s'en parler davantage une prochaine fois. Merci beaucoup à vous deux. C'était une présentation très intéressante qui, je pense, va aussi susciter des belles réflexions tout à l'heure. On enchaînerait directement avec la prochaine présentatrice, Marie-Claude Jacques. Marie-Claude, si tu voulais débuter ton partage d'écran. Ça sera pas long, ça s'en vient. Parfait, on voit très bien. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, je ne vois plus mon micro. Oui, on t'entend bien et on voit ta première diapo. Excellent, on démarre. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Claude Jacques. Je suis professeure à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Je remercie l'Institut de m'avoir invité à cette démarche-là. On m'a demandé de vous parler d'une démarche de transfert de connaissances qui est liée à un projet de recherche qualitative. Donc, je vais vraiment tenter de vous emmener dans les aspects concrets de comment on a travaillé avec les personnes utilisatrices de services. Donc, ça concerne un projet qui est un guide d'intervention pour accompagner les personnes qui vivent avec la schizophrénie. Alors, comment ce projet est né? C'est basé au départ sur une recherche qualitative qui est une théorisation ancrée, qui est vraiment aller voir en profondeur comment les personnes apprenaient à vivre avec la schizophrénie, quels étaient les obstacles auxquels ils devaient faire face et aussi les résultats montraient bien que finalement, ces obstacles-là empêchaient vraiment les personnes de se développer et de se rétablir à leur plein potentiel. Donc, l'intérêt de ça, c'est de savoir comment on peut aider les personnes à diminuer les obstacles et qu'il y ait
au bout de leur potentiel malgré tous les inconvénients apportés par la schizophrénie qui, vous savez, est un trouble mental grave qui amène beaucoup d'invalidité. La médication peut être lourde et tout ça, donc ce n'est pas facile pour les personnes qui sont atteintes. Alors, on avait aussi de la demande là, quand on présentait les résultats de cette recherche-là, de développer quelque chose d'intéressant pour avoir accès aux résultats dans un format accessible. Et émerger tranquillement l'idée de développer peut-être un guide d'intervention. Donc, pas juste avoir un document qui présente la recherche qui, en fait, présente les problèmes vécus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des pistes de solutions qui accompagneraient les difficultés? Donc, d'où est venue l'idée du guide d'intervention à développer, puis qui serait aussi fondé sur un croisement des savoirs. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, on a développé là, tout un protocole là, avec une démarche que je vais aborder plus en détail dans les prochaines diapos. On a eu la chance d'avoir une subvention de la Fondation Vité de 10 000 pour développer et mettre en œuvre le projet, et aussi beaucoup de soutien de l'Institut que je remercie, là, sans qui ce projet-là n'aurait pas été aussi extraordinaire. Et pour nous, la participation des personnes utilisatrices de services pour développer ce guide d'intervention-là était vraiment un must. Donc, vraiment dans l'idée de l'utilisation de savoir expérientiel pour améliorer la qualité des soins en santé mentale. Juste pour vous dire quelques mots, le savoir expérientiel en santé mentale, c'est le savoir qui est relié au vécu d'avoir eu un problème de santé mentale dans sa vie. Puis, ça concerne, par exemple, l'expérience de ce que c'est vivre ces symptômes-là, l'expérience des services psychiatriques, mais aussi des services communautaires, d'avoir aussi l'expérience des problèmes connexes ou des problèmes rattachés au fait d'avoir un trouble de santé mentale, comme par exemple la pauvreté ou la toxicomanie, et aussi l'expérience des tentatives de solutions pour améliorer sa vie, puis ses conditions. Alors, voilà. L'intérêt de ça, nous, on voulait aller plus loin avec vraiment un croisement des savoirs où on réunirait le savoir scientifique, donc qui est issu essentiellement de la recherche que je vous ai présentée tout à l'heure, le savoir expérientiel des personnes vivant avec un problème de santé mentale, mais aussi le savoir des professionnels. Donc, on voulait s'assurer aussi que les interventions qu'on allait développer ou les pistes de solutions, ils faisaient du sens et ils étaient perçus comme réalistes par des personnes qui travaillent en santé mentale, donc auprès de cette clientèle-là. Ça nous a amené à élaborer des ateliers de co-construction pour travailler sur le contenu du guide. Ce qui est intéressant là, dans la formule que je vais vous présenter, c'est que l'approche de croisement de savoir aidait vraiment à avoir des personnes qui travaillaient ensemble de façon réciproque dans vraiment un partage du pouvoir et dans un intérêt commun qui était de travailler sur cet outil d'intervention-là. On a réalisé ça sous forme de 3 ateliers qui duraient une demi-journée, donc un bon 3 heures chacun. Puis l'objectif, c'était d'élaborer des pratiques d'intervention privilégiées pour faire face aux obstacles qui étaient présentés dans la recherche. Et il y avait 8 participants, donc 5 personnes qui étaient atteintes de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs, 3 intervenants, 2 qui étaient du CIUS Estrichu, qui travaillent dans des équipes de santé mentale, une personne dans un hôpital, une personne plus dans la communauté, puis un intervenant aussi d'un organisme communautaire là, qui avait de la clientèle là, qui ont des problèmes de santé mentale. Et pourquoi, je vais vous parler tantôt d'une stratégie, là, on voulait vraiment une surreprésentation des personnes qui vivaient avec les schizophrénies pour être sûr qu'il y ait le plus de poids possible dans les décisions et les priorisations qui ont été faites. Les 2 chercheurs animaient, c'est-à-dire moi-même et Paul Morin, qui travaillaient sur ce projet avec moi, et on avait Cécile Michaud, professionnelle de recherche, là, qui a travaillé sur le projet. On pensait peut-être avoir un défi là, à recruter les personnes utilisatrices de services, là, les personnes qui vivent avec la schizophrénie. C'est des gens qui peuvent avoir un peu plus de phobie sociale, paranoïa, qui vivent de façon isolée, qui peuvent être difficiles à rejoindre. Mais finalement, ça a été, somme toute, assez facile. C'est les intervenants, évidemment, qui nous ont aidés à trouver les personnes intéressées. Donc, il fallait avoir un vécu lié à la schizophrénie, évidemment, avoir envie de travailler en équipe avec d'autres personnes qui ont la maladie, mais aussi des intervenants
Il fallait être à l'aise avec la lecture et l'écriture en raison des méthodes de travail qu'on avait. Il fallait aussi être prêt à partager son vécu publiquement, du moins à l'intérieur de l'équipe. Donc, ça veut dire de dire au moins aux 7 autres personnes qui étaient là, ben moi, je suis une personne qui porte cette maladie-là. Vous savez que c'est encore très stigmatisé, la schizophrénie aujourd'hui. Il fallait être disponible aux dates prévues, évidemment. Les personnes recevaient 30 $ par atelier. Il y avait aussi des frais de déplacement remboursés pour ceux qui en avaient besoin. Puis, c'était très convivial avec petit café et collation offerte. Donc, je vous rappelle, il y avait 3 ateliers. Les 2 premiers étaient sur le même format et visaient vraiment à travailler sur chacun des obstacles. Donc, 2 obstacles par atelier. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait là, aux personnes un obstacle avec des exemples concrets tirés de notre étude qualitative de départ, donc du vécu de d'autres personnes là, qui sont prises avec la schizophrénie. On a aussi fait des activités brise-glace pour aider tout le monde à faire connaissance, mettre tout le monde vraiment sur un pied d'égalité puis se sentir partie prenante du projet. Ça a super bien fonctionné. C'était vraiment des beaux échanges. Et on a travaillé avec la technique du groupe nominal pour prioriser les pistes d'intervention à mettre en œuvre selon les obstacles là, qui étaient abordés dans le projet. L'intérêt du groupe nominal, c'est que c'est vraiment il y a une structure où il y a de la place où les gens travaillent individuellement. Il y a un système de vote, il y a des échanges de groupe et ça permet aux personnes qui sont plus gênées ou introverties que leur voix ait le même poids que celle de ceux qui sont peut-être moins gênés ou qui parlent plus. Et justement aussi le système de vote, je vous ramène au fait qu'on avait une surreprésentation dans l'équipe de personnes qui vivaient avec la schizophrénie. C'était désiré, effectivement, pour qu'eux aient plus de poids quand c'est le temps de faire le vote final sur les priorités. Chaque atelier avait aussi un petit formulaire d'évaluation, demandant aux personnes s'ils étaient satisfaits, s'il y avait des suggestions à nous faire, on regardait s'ils vivaient de la fatigue et tout ça. C'était quand même des grosses demi-journées. Ensuite, à l'atelier 3, qui a lieu quelques mois après les 2 premiers, on a envoyé par la poste à tous les membres de l'équipe une version préliminaire du guide en version papier pour se préparer, le regarder à l'avance et venir au 3e atelier pour vraiment faire l'évaluation de cette version préliminaire-là, où on leur demandait de se prononcer sur la structure, le contenu, la formulation, le graphisme, la pertinence de ce qu'on avait mis, est-ce qu'on avait bien transposé ce qu'ils nous avaient recommandé dans les 2 premiers ateliers. Il y avait plusieurs façons de faire là, au cours de l'atelier. Il y avait une évaluation individuelle à l'aide d'une grille qui était ouverte, là, où les personnes pouvaient coter certaines choses et ajouter des commentaires. Il y a aussi des échanges de groupe. Et on a aussi eu une discussion vraiment intéressante là, sur la reconnaissance de la contribution, c'est-à-dire que comme c'est un trouble stigmatisé et que le guide de vie il est disponible sur Internet, il est gratuit, c'est quand même relativement facile de le trouver, bien, leur nom pouvait figurer dans le guide, mais on a offert aux personnes le choix de mettre soit juste leur prénom, un pseudonyme, ou ne pas mettre du tout leur nom pour pas qu'ils soient associés à la schizophrénie si éventuellement ils recherchent un emploi ou qu'ils ont d'autres activités dans leur vie, puis ils ne veulent pas que leur nom soit associé à ça. Là. Bon, malheureusement, mais c'est correct aussi. Donc, on a une discussion, puis les gens prenaient leurs décisions individuellement de façon confidentielle et les transmettaient aux 2 chercheurs là, par rapport à ça. Puis les gens étaient très, très libres de faire ce qu'ils voulaient par rapport à ça. En bref, résultat, évaluation des ateliers, c'était très, très riche, les discussions. Là. Je vous rappelle qu'il y a 4 obstacles là, qui devaient être discutés pour chacun. Il y a eu plus de 25 idées de pratiques à privilégier pour chacune. Donc, avec le processus de groupe nominal, on a fait des priorisations. On en a gardé 3 par obstacle. Puis au niveau des formulaires d'évaluation, on a vu que pour chaque atelier, la satisfaction des participants était très élevée, autant pour les personnes utilisatrices de services que pour les intervenants. Les gens étaient satisfaits du déroulement. Ils sentaient vraiment qu'ils contribuaient à quelque chose là, qui pouvait faire une différence sur le terrain à court terme et tout ça. Donc, c'était des commentaires très positifs en général.
Ce que nous avons appris, c'est sûr que nous, je veux dire surtout moi, j'avais quand même des craintes. Je me disais, est-ce que les personnes qui vivent avec la schizophrénie, donc qui ont plus de symptômes, difficultés, est-ce qu'ils vont être capables de faire les 3 heures? Est-ce qu'ils vont être fatigués? Est-ce qu'ils vont se sentir à l'aise de parler? Est-ce qu'on va avoir de la difficulté à les recruter? Bien, finalement, c'est peut-être des préjugés que j'avais parce que ça s'est passé beaucoup plus facilement que prévu. Le recrutement a été facile, les personnes ont été très engagées tout le long du processus. On s'attendait peut-être à perdre des gens au fil des ateliers. Tout le monde était là jusqu'à la fin. Les personnes étaient très professionnelles dans leurs interventions sur place. Ils arrivaient préparés, ils avaient fait leur lecture, leur devoir à chaque fois. Donc, ça a été vraiment très bien. Les activités brise-glace, c'est vraiment important à faire au début pour vraiment que les gens se retrouvent là, vraiment dans un partage de pouvoir sur un pied d'égalité par rapport aux discussions, puis de voir que chacun a quelque chose de riche à apporter, que chacun peut prendre parole et être écouté. Et pour le niveau de fatigue aussi, on faisait ça l'après-midi à la demande des participants, là, effectivement, quand on prend des antipsychotiques, de la médication peut-être un petit peu plus lourde. Le matin, c'est un petit peu plus difficile. Donc, pour eux, l'après-midi, c'était vraiment le bon moment. Et c'est pour expliquer en partie pourquoi, finalement, pour le 3 heures, ça s'est quand même bien passé. En conclusion, puis je sais qu'il me reste 1 minute, j'achève. C'est vraiment important, ce genre de projet-là, à mon avis, pour favoriser l'engagement des personnes dans les services parce que, comme notre guide est basé sur les priorités identifiées par les personnes qui utilisent les services et aussi par les intervenants sur le terrain, ça présente un fort potentiel pour favoriser l'engagement de la personne dans les soins et services. Puis, on sait que les plus récentes lignes directrices sur la schizophrénie recommande que les services en santé mentale priorisent l'engagement des personnes plutôt que la gestion de risques comme on a fait depuis longtemps. Puis, suite du projet, on aimerait bien faire une version anglaise du guide. Là, ça nous a été demandé, on l'a présenté un peu partout. On a eu des ateliers d'appropriation-diffusion à Sherbrooke et à Granby que j'ai co-animé avec une des personnes, utilisatrices de services qui avait participé aux ateliers. Ça a été vraiment intéressant. Et enfin, on est en train de développer une formation pour la plateforme ENA, la plateforme de formation du réseau de la santé, pour pouvoir diffuser le guide à l'intérieur du réseau. Donc, je vous remercie. Au plaisir de vous répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Claude. Vraiment, merci pour cette présentation. Je pense qu'on est plusieurs à avoir appris beaucoup de choses dans ce court temps que tu avais pour présenter. On va enchaîner tout de suite parce que j'ai vraiment envie qu'il nous reste un petit peu de temps à la fin pour pouvoir poser certaines questions et discuter. Fait que j'inviterai Isabelle à prendre la main et à y aller avec son partage d'écran. Oui, donc là, quelle version voyez-vous? Est-ce que c'est la... On voit la version avec les notes. Oui, donc voilà. Alors là, ça devrait régler le problème. Oui, c'est parfait. Excellent. Super. Merci Claire-Marie. Donc, merci pour l'invitation à venir présenter aujourd'hui. Puis, petit clin d'œil à professeur Touga qui m'a permis d'esquiver 2 diapos avec son explication vraiment très complète de la méthode photovoix. Donc, ça m'aura servi à vous épargner quelques détails de la méthode. Alors, moi, je vous amène avec une population tout à fait différente, donc la réintégration dans la communauté après un AVC. J'ai oublié de me présenter, je suis Isabelle Gaboury, je suis du département de médecine de famille puis de médecine d'urgence et je m'intéresse au continuum de soins et la collaboration interprofessionnelle. Donc, justement, parlons d'un continuum de soins qui est quand même très bien établi au Québec, celui du continuum de réadaptation en AVC. Donc, la portion réadaptation a 4 phases. Subaigu, aigu, réadaptation et réintégration communautaire qui ont vraiment des durées très différentes. Donc, la subaiguë, c'est à l'urgence, donc on s'attend à un maximum de 24 heures. La portion aiguë qui va se faire dans les unités AVC va se dérouler entre 7 à 10 jours maximum. La portion réadaptation va être assez variable d'un individu à l'autre, mais devrait se camper sur une période de 3 à 6 mois. Puis, on a la réintégration communautaire qui, selon les écrits, les guides de bonne pratique des différents pays, va durer entre 7 à 14 ans. Donc, vous voyez qu'elle est très longue et souvent, ça surprend les professionnels ou même les gestionnaires quand on leur parle d'une durée aussi longue dans les écrits parce que
dans les faits, sur le terrain, on a des préoccupations qui vont parfois aller de 6 à 12 mois et je vous dirais que c'est assez généralisé. Je suis en train de faire des travaux avec le groupe de la Marche des Dissous, puis on voit qu'à travers le Canada, c'est vraiment problématique parce que cette étape-là est souvent les travaux de recherche s'arrêtent après 6 à 12 mois, puis les interventions sur le terrain vont être assez courtes aussi. Puis vous voyez, dans l'encadré jaune, j'ai mis les attentes des guides des bonnes pratiques là, par rapport à la réintégration communautaire. Donc, on s'attend à des réévaluations périodiques pour prévenir la survenue d'un deuxième AVC. Il devrait y avoir une bonne implication des services de soins primaires, justement parce que ce sont eux la porte d'entrée pour les soins qui sont prodigués aux patients. Ensuite, on s'attend à une réadaptation qui est continue, faire la prévention secondaire, j'en ai parlé tout à l'heure, puis donc stimuler les patients pour leur participation aux activités communautaires. Dans réalité, et là, vous m'avez vu venir, c'est tout autre. Donc, il y a des recherches qui montrent qu'il y a un taux quand même très élevé de patients qui ne sont pas satisfaits de leur réintégration communautaire, donc ça ne correspond pas à leurs attentes. Sur les terrains, les services qui sont offerts ne correspondent pas nécessairement aux meilleures pratiques qui sont nommées dans la littérature. Puis, on recense très peu de modèles qui sont disponibles pour nous aider à orchestrer ces services-là. Puis au point de vue de la recherche, ce qu'on retrouve surtout, ce sont des enquêtes quantitatives sur l'impact de l'AVC. Donc, on n'a jamais vraiment adressé le besoin des services ou qu'est-ce que les patients, c'était quoi l'expérience de soins des patients pour la réintégration communautaire. Puis il faut dire que c'est la phase du continuum qui a reçu le moins d'attention à venir jusqu'à maintenant parce qu'on a eu de très bons travaux faits au Québec et ailleurs dans le monde sur les premières phases du continuum de réadaptation. Et mon constat, quand j'ai travaillé avec l'équipe du CIUS de l'Estréchu, c'est que leur horizon était quand même assez limité des travaux locaux qui avaient été faits. Donc, ils étaient vraiment intéressés à aller voir parce que même eux étaient surpris qu'on s'attende à ce qu'il y ait un suivi de 7 à 14 ans pour ces patients-là. Alors, eux, s'étaient pas mal arrêtés à étudier les 6 premiers mois qui suivaient l'AVC. Donc, on voit là, qu'il y a quand même une partie qui était manquante. Donc, les objectifs du projet, et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un des 2 volets du projet qui a été financé par la Fondation Vité puis l'Institut universitaire. Donc, c'était de comprendre ce que les survivants d'un AVC et leurs familles ont vécu pendant leur réintégration dans la communauté et d'identifier les facteurs et les obstacles à la réintégration dans la communauté. Le tout s'est fait avec la méthode photo-voix et on avait un deuxième volet qui s'intéressait aux professionnels de la santé. Donc, on allait questionner des gens en première ligne et dans le milieu communautaire pour voir quels étaient leurs besoins de service, qu'est-ce qu'ils percevaient que leurs patients ou leurs usagers devraient avoir comme service, puis c'était quoi, eux, leurs obstacles et les facilitants pour justement rendre ces services-là possibles pour les patients. Mais on pourra garder ça pour aujourd'hui. Je trouvais que pour ce midi, pour la durée de temps limitée, puis les objectifs des rendez-vous qualitatifs, c'était peut-être intéressant de regarder davantage ce qui avait été fait avec la méthode photo-voix. Donc, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, la méthode photo-voix, on peut la voir en 4 étapes. On a parlé de 3, on a parlé de 9, en tout cas, les 4 étapes qui ont été suivies par mon équipe de recherche. Donc, dans un premier temps, on a réalisé une introduction de la méthode photo-voix auprès des participants retenus pour le projet. Donc, on leur a donné, on a fait une rencontre en présentiel, c'était dans le bon vieux temps où on avait le droit de se rencontrer et on leur a donné 2 heures de formation sur les objectifs du projet. On leur a expliqué aussi même toute la technique de comment prendre les photos, de ce qui était visé par la formule, etc. Par la suite, on leur a donné un délai de 2 mois et demi pour prendre les photos dans la communauté, puis ils étaient libres de nous les envoyer soit à la fin, à la date limite ou au courant de l'été. Et puis finalement, on a organisé une rencontre de 3 heures sous la forme d'un focus group où les participants pouvaient faire un partage de leurs photos, de leurs coups de cœur photos et il y a une discussion qui s'en est suivie aussi.
Pour la portion exposition, malheureusement, dans le temps, on a dû s'arrêter un peu à cause de la pandémie. Il y avait même des travaux qui avaient été entrepris avec le CIUS pour justement pouvoir récupérer les résultats de ce photovoie-là dans la pratique. Mais donc, je suis vraiment très fébrile de recommencer là, nos travaux dans ce sens-là dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, qu'est-ce que représente la photo? Petit clin d'œil parce qu'on sait que la population qui a fait un AVC, 30 d'entre elles va souffrir d'aphasie. Et souvent, donc, pour eux, c'est un trouble de la parole ou de la compréhension du langage. Souvent, pour eux, ça va être vraiment difficile de s'exprimer. Et donc, le photovoix m'apparaissait comme vraiment intéressant à utiliser comme technique pour leur permettre de raconter leur histoire, de parler de leurs besoins, puis de capter l'attention des décideurs politiques parce que je l'ai vécu au cours du projet. Quand je les ai approchés pour voir s'ils souhaitaient être partenaires dans la demande de fonds pour la Fondation Vité, ils semblaient, oui, voir la pertinence, mais ils n'étaient pas convaincus des besoins que je leur soulevais, qui me venaient soit d'anecdotes ou de la littérature, mais j'ai vraiment vu la transformation se faire dans leur façon de voir la problématique puis les besoins des patients au cours de la présentation, là, donc au cours de la présentation du photovoix. Alors, dans le focus group, qui est peut-être quelque chose de différent par rapport à l'équipe qui est passée précédemment, nous, on a utilisé la méthode chaude pour pouvoir débriefer les patients. Donc, chaque participant devait montrer leurs photos, donc leurs 3 coups de cœur, mais ils en avaient apporté d'autres. Là, donc, s'ils voulaient passer d'une photo à l'autre au courant de la discussion, c'était tout à fait possible. Alors, on les faisait passer à travers cette série de questions. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans la photo? Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment cela est relié à votre vie? Pour bien comprendre, donc nous, on cherchait à comprendre leur expérience et ça nous aidait vraiment à ce qu'ils nous expliquent de manière à atteindre nos objectifs, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Donc, qu'est-ce que cette photo-là transpirait? Pourquoi cette situation-là s'est produite, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change ou non, donc leur piste de solution. C'est intéressant parce que j'entendais professeur Touga, professeur Coton, puis professeur Jacques me parler de leurs préoccupations et bon, on la connaît, la clientèle AVC, c'est une clientèle qui est quand même assez âgée. Donc, moi, j'avais des participants de 55 ans à 98 ans autour de la table. Et j'avais quelques préoccupations à savoir est-ce que le gâteau va lever ou pas? Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Là. Donc, dans mon cas, ça a vraiment bien fonctionné. Comment on s'y est pris pour trouver nos participants? Il y a eu une invitation via le service des archives du CHU et par un problème de communication, on devait envoyer l'invitation à 200 personnes qui avaient eu un AVC. Finalement, il y a eu un 0 d'ajouter dans la commande à un moment donné. Donc, on s'est retrouvés avec... donc, on demandait aux gens de nous laisser leurs coordonnées s'ils étaient intéressés à participer. On s'est retrouvés avec beaucoup, beaucoup de volontaires, donc plus de 100 volontaires à rappeler qui étaient intéressés à participer. Donc, on a procédé avec une technique d'échantillonnage raisonné en utilisant l'âge, le délai depuis leur AVC parce qu'on voulait avoir des gens qui avaient vécu certaines transformations qui s'étaient faites dans la trajectoire AVC du CIUS de l'Estrécheux. On s'intéressait aussi aux services qu'ils avaient reçus. Donc, certains ont fait de la réadaptation interne, d'autres non. Et on voulait que certains d'entre eux viennent participer à l'expérience avec un père aidant qui les avait aidés lors de leur réintégration communautaire. Alors, tout ça nous a aidés à réduire à un échantillon de 10 patients avec 4 pères aidants. Donc, bon, il y en avait 11 en fait au départ, mais un couple, 12, c'était un couple en fait, l'homme avec un AVC et sa conjointe qui partaient pour des grandes vacances. Donc, eux, suite à la formation, ont décliné l'invitation à participer au projet. Donc,
Voilà pour ma préoccupation numéro 1. J'ai eu vraiment aucun refus et même notre participante de 98 ans a tout à fait embarqué dans l'expérience avec l'aide de sa fille, nous a pris des photos. C'était vraiment intéressant de voir les gens s'activer. Ils ont vraiment compris, ils ont vraiment utilisé la modalité du photo-voix à leur avantage, donc pour nous décrire ce qui avait été vécu. Je regarde mon téléphone, donc rapidement, quelques minutes pour vous partager les résultats. Donc, un des premiers constats, c'est que malheureusement, il y avait une rupture de service souvent entre la phase de réadaptation et la phase de réintégration communautaire. Puis souvent, cette rupture-là de service était malheureusement comblée par l'arrivée d'un autre problème de santé grave, comme un cancer, comme on le voit à l'écran, ou des problèmes de santé mentale pour réintégrer les soins. Donc, souvent, certains avaient été déconnectés un peu de leur service qu'ils recevaient en première ligne avant leur AVC et réintégraient les services de soins à cause du problème grave ou même de la survenue d'un deuxième AVC. Donc, ça, c'était vraiment triste, mais c'était le cas de plusieurs personnes autour de la table qui ont témoigné de cet aspect-là. Par la suite, on a eu toutes sortes d'histoires racontées autour des animaux de compagnie, mais on a soulevé vraiment la rigidité des règles et des parcours du système de santé pour les gens qui étaient là sur une très longue durée, qu'on ne leur permettait pas, qu'on permettait pas certaines façon de justement préparer cette réintégration communautaire-là. Donc, on avait l'histoire ici d'un chien qui même le chien a dû recevoir des services parce qu'il y a eu comme un genre de dépression qui s'est installée. Là, le chien n'avait plus le goût de manger parce que son maître n'était pas là. 1 minute, OK, c'est même pire que mon téléphone. Merci, Claire-Marie. Ensuite, l'accès aux services qui était facilité soit par la sévérité de la condition ou la présence d'une équipe de première ligne engagée. Donc, on se rendait compte que quand l'équipe de première ligne avait comme préoccupation d'offrir des soins aux personnes qui avaient vécu un AVC, ce qui n'était vraiment pas le cas de toutes les équipes de première ligne qu'on a interrogées dans le deuxième volet, c'était vraiment quelque chose qui était facilitant pour les patients pour retrouver l'accès à leurs services lors de la réintégration communautaire. Je vais passer rapidement pour me rendre aux conclusions. Donc, dans mon cas, la participation était vraiment essentielle des décideurs. Puis comme vous l'avez vu, ça les a vraiment stimulés à se repencher sur la trajectoire de soins AVC avec le photo-voix. Je n'étais pas arrivée à les convaincre avec des données de recherche, mais avec le photo-voix, en venant s'asseoir avec les patients, en venant discuter avec eux, ça a été un élément déclencheur vraiment substantiel. Ensuite, des problèmes d'accès aux services qui ont été mentionnés, une équipe de soins de première ligne, des travailleurs communautaires qui doivent jouer un rôle plus important dans cette étape-là. Et finalement, la nécessité de soutenir les patients et les familles pendant une longue période, donc de s'attendre que ce soutien-là devra dépasser les 6 à 12 mois qui sont vécus présentement. Donc, je voudrais saluer et remercier l'équipe qui a travaillé avec moi et tout particulièrement le financement obtenu de l'Institut universitaire et de la Fondation Vité. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. J'inviterai directement Ruth Djabou à nous proposer son partage d'écran pour notre 5e et dernière présentation de ce midi conférence. Et ensuite, il va nous rester une petite période de questions. On va peut-être rester un petit peu sur notre fin, mais on s'en parlera à la fin. C'est quelque chose, ces rendez-vous de la recherche qualitative qui sont vraiment appelés à être renouvelés d'année en année. On vous en touchera 2 mots à la toute fin. Fait que Ruth, je vais te laisser te présenter et je ferme ma vidéo et mon son. La présentation est à toi. Vas-y. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien. Super. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Ruth Djabou et je suis présentement à l'Université Laval jusqu'au 31 juillet 2021. Et puis, j'ai le plaisir, à partir du 1er août, de rejoindre la belle équipe de l'Université de Sherbrooke à l'École de travail social comme professeur adjoint.
Donc, je vous présente ici mes travaux de recherche dans le cadre de mon postdoctorat. Alors, j'ai intitulé « Vidéo narrative des patients et des patientes, la science et l'art au service de la recherche participative ». J'ai une formation en psychologie et en épidémiologie. Et alors, j'étais très intéressée avec ce projet de voir un peu comment on pouvait rapprocher tout cela, la rigueur des approches qualitatives et quantitatives. Pour le cas de cette présentation, je vais m'attarder beaucoup plus aux aspects qualitatifs. Donc, comme mes prédécesseurs chercheuses avant moi, on a mis l'accent sur une équipe qui était représentative des différentes perspectives qui auraient permis d'avoir un bon pool de la situation. Et on a aussi adjoint des collaborateurs, principalement des étudiants et des cliniciens chercheurs qui sont à la faculté de médecine à l'Université Laval. Donc, pour cette présentation, je veux quand même mettre le contexte. J'imagine qu'on le sait tous pour tous ceux qui font de la recherche participative, mais pour moi, ça a été vraiment important de toujours me rappeler que les patients partenaires, en fait, ont une expertise unique et que cette expertise est importante parce qu'ils vivent avec la maladie et ils ont un vécu qui ne peut pas être simulé de façon théorique. Mais alors, ils peuvent aider à améliorer l'autogestion et les soins et services en santé. Dans le cas de ma présentation, moi, j'ai travaillé avec des personnes vivant avec le diabète. Mon objectif, c'était de décrire les connaissances et la sagesse de ces personnes. Ça a fait l'objet de la phase 1, mais ensuite aussi de faciliter l'application de leurs connaissances dans la prise en charge du diabète. Et vous allez le voir au cours de la présentation, je l'ai appelée la phase 2. Donc, dans la phase 1, on a utilisé une approche qualitative descriptive. Mes petits astérisques bleus, c'est pour me rappeler un peu les points où je dois souligner les défis qu'on a eus pour ce projet. Donc, on avait 10 hommes et 11 femmes. On avait voulu recruter des patients partenaires, mais c'était déjà un défi parce qu'on travaillait déjà à distance, c'était avant la COVID. Mais étant donné qu'on voulait représenter la plupart des provinces canadiennes, on ne voulait pas seulement avoir des personnes du Québec. On a dû envoyer à l'avance le protocole de recherche et nos questionnaires aux participants, non pas les questionnaires, mais le procédé, en fait, l'approche qu'on allait utiliser. Et puis, on s'est rendu à une réunion où les patients partenaires se retrouvaient pour un autre objectif. Et nous nous sommes déplacés là avec des collègues pour réaliser des entrevues vidéo. L'autre défi qu'on a eu, c'était quand on a expliqué au comité d'éthique que ce qu'on allait faire, c'était des entrevues vidéo. Et là, ils nous ont dit, mais à ce moment-là, ça ne peut plus être anonyme, ça ne peut pas être non plus forcément confidentiel, à la différence du photo-voix et des présentations qu'on a vues tantôt. Les personnes prennent des photos qui peuvent être éventuellement anonymes, mais dans notre cas, on devait toujours pouvoir reconnaître la personne pour l'utilisation qu'on voulait en faire. Donc, ça nous a posé un beau défi éthique, mais on est sorti de là avec un consentement éclairé qui spécifiait chaque type d'utilisation qu'on pouvait avoir et comment est-ce qu'on allait s'assurer que les patients restent toujours intéressés à participer tout au long avec un droit de retrait jusqu'au bout. Donc, ici, je suis avec Holly et Bianca. Pour le recrutement, comme je reviens peut-être sur ces diapositives pour souligner aussi le fait qu'on était intéressé à avoir une population diversifiée. Donc, on avait ciblé les personnes avec le diabète type 1 et type 2, parlant français et anglais. On avait la possibilité d'avoir des autochtones, des immigrants au Canada. Et aussi, on a inclus dans la définition de patients partenaires les proches aidants, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec la maladie, même si elles ne sont pas personnellement diagnostiquées comme ayant le diabète. Majoritairement, il s'agissait des conjoints et des parents. Donc ici, avec Bianca et Holly, on a aussi essayé d'avoir une équipe diversifiée pour la collecte des données vidéo. On a utilisé des iPads. Holly, comme vous le voyez, n'est pas de la même ethnie a priori ou de la même race que moi. Et Bianca est une étudiante autochtone. Et donc, ça nous a aussi facilité l'approche avec les différents groupes qu'on était allés rencontrer. Donc, pour les questions d'entrevue, nous en avions 3 principales. La première, qu'est-ce qui vous fait vous sentir en santé? La deuxième, quelles connaissances, sagesse et conseils aimeriez-vous partager avec d'autres personnes vivant avec le diabète au sujet de comment bien vivre avec le diabète?
Et la troisième, c'est presque la deuxième, comme la deuxième question, mais adressée concernant les professionnels de la santé fournissant des soins aux personnes vivant avec le diabète. À titre de méthode, nous avons utilisé le Framework Analysis. Donc, c'est une approche qui a été développée par Richie et Spencer et qui a été opérationnalisée par Gales et ses collègues. Et l'approche était à la fois déductive et inductive. Déductive parce qu'on essayait de rester dans la catégorisation des questions d'entrevue, mais inductive parce qu'on a vraiment puisé la richesse de ce que les patients partenaires ont partagé pour créer nos codes, nos thèmes et nos sous-thèmes. Ensuite, on a regardé l'alignement avec le CANMET, qui est finalement un fondement théorique qui décrit les rôles attendus des cliniciens, et spécialement les médecins. Je vais vous présenter un peu quels éléments se retrouvent dans le CANMET. Et on s'est aussi beaucoup attardé sur la rétroaction des personnes qui avaient participé, mais aussi d'autres patients partenaires. Donc, on a eu un comité de patients partenaires de 6 personnes qui n'étaient pas parmi nos participants, mais aussi on a eu d'autres personnes qui étaient parmi nos participants, je pense 3, qui ont tout au long du projet, donner leur ressenti sur l'alignement entre le contenu et la perception qu'ils avaient des vidéos narratives originelles. Donc, quand on a pris les vidéos, on en avait 20. Au départ, on avait 21 personnes, mais comme je vous dis, puisque chaque fois, il fallait qu'on retourne vers les patients, leur montrer le produit vidéo et avoir l'autorisation pour aller à la prochaine étape. Dans un de ces processus, on a eu une personne, un homme, qui a décidé de se désister parce qu'il n'aimait pas son visage à l'écran. Il voulait bien participer. Il était toujours satisfait de ce qu'il avait dit, mais il n'aimait pas se voir à l'écran. Et donc, cette personne, on a dû la retirer de l'étude et retirer ses données complètement. Ensuite, on est passé au séquençage ou à l'assemblage vidéo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des segments dans chacune des vidéos qui se référaient à un thème ou à un sous-thème qu'on avait identifié par le Framework Analysis. Et là, on a créé un ensemble de modules et on a fait des sous-titrages en français pour leur utilisation ici dans la province du Québec. Et les résultats de cette phase-là nous ont appris que de la part des patients, selon eux, pour améliorer la vie avec le diabète et avoir une vie optimale malgré la présence du diabète, la communication est importante, que ce soit entre la personne qui est diagnostiquée et l'équipe de soins, entre la personne diagnostiquée et le proche aidant, entre le proche aidant et l'équipe de soins, mais aussi parfois avec les chercheurs. Et ils ne l'ont pas mentionné, mais moi j'ajouterais qu'éventuellement même des acteurs politiques ou des décideurs, ça peut être important de veiller à la communication, ce qu'on dit et la façon dont on le dit. L'approche globale aussi, ce que j'entends par approche globale, c'est le fait de ne pas être centré seulement sur les éléments physiologiques et biologiques, mais de considérer les aspects psychosociaux, de considérer la sphère de vie, la sphère de travail, les différentes sphères finalement qui peuvent avoir un impact sur la santé des personnes. Et la sécurité culturelle, ça c'est les personnes autochtones qui ont beaucoup insisté sur ce point, le fait de pouvoir comprendre l'impact que la colonisation par exemple a eu et des écoles, des internats forcés a eu sur le style alimentaire et l'approche des soins des personnes autochtones était importante, mais aussi le soutien social. Plusieurs ont mentionné le fait que d'avoir une équipe autour d'eux leur donnait le sentiment que le fardeau de la maladie était plus léger. Ensuite, avec toute cette richesse, on a créé 30 modules vidéo, on les a appelés des modules d'apprentissage, où finalement, on avait des thèmes, les sous-thèmes qu'on avait pré-identifiés avec l'analyse, le Framework Analysis, et puis on a créé des modules vidéo. On a commencé à les tester dans un laboratoire personne-ordinateur, c'est-à-dire que, comme vous voyez ici avec mon collègue Martin à l'époque, on avait des casques pour mesurer l'activité cognitive des personnes alors qu'elles regardent la vidéo afin de s'assurer qu'il y a vraiment un alignement entre ce qu'on veut déclencher comme réaction et les réactions réellement vécues. On avait aussi des capteurs cutanés, en tout cas tout un set, mais on a dû suspendre cela à cause de l'arrivée de la COVID parce qu'on ne pouvait pas maintenir toutes les restrictions sanitaires requises, mais aussi parce qu'on travaillait avec des personnes vulnérables, notamment des personnes vivant avec le diabète. Alors, on a dû se réinventer et continuer notre
notre aventure avec ce projet, on est passé à la phase 2 qui concernait le fait de faciliter l'application des connaissances que nous avions identifiées pour améliorer la prise en charge des patients. Ne pouvant recruter les professionnels de la santé comme c'était initialement conçu, parce qu'ils étaient sur le plancher, parce qu'ils sauvaient des vies, nous avons développé en collaboration avec les enseignants de la faculté de l'Université Laval, de la faculté de médecine, une approche pour plutôt regarder au niveau des étudiants en médecine, en dernière année de médecine, dans quelle mesure les modules vidéo que nous avions développés s'alignaient aux objectifs pédagogiques. Nous avons donc réalisé une étude randomisée en ligne au sein des mêmes sujets, within subjects. Je ne sais pas si je fais la bonne traduction française. Et le sondage contenait des questionnaires sur le rôle CanMed, des scénarios cliniques et des questions ouvertes. Nous avons utilisé une analyse de contenu et le test de Fisher pour la partie quantitative. Donc, là, dans la randomisation, tous les étudiants ont vu en fait les mêmes vidéos, mais ils étaient randomisés pour répondre aux questionnaires et aux scénarios, soit avant, soit après. Donc, on avait 3 paires de scénarios cliniques. 2 étaient axés sur les émotions, 2 sur la sécurité culturelle et 2 sur la prescription. En fait, ça, c'était pour souligner aussi l'aspect communication. Et chaque étudiant avait un scénario avec le diabète de type 1 et un scénario avec le diabète de type 2. Le questionnaire, comme je vous disais, le rôle CanMed, en fait, cette approche identifie 6 rôles, comme vous pouvez les voir, et nous, on a demandé aux étudiants, parmi les différents rôles des professionnels de la santé ci-dessous, quelle importance accordez-vous à chacun d'eux pour fournir des soins de haute qualité aux personnes vivant avec le diabète? Le score pouvait aller de 1, pas important du tout, à 10, extrêmement important. Et ici, je vous mets un exemple de scénario clinique. Je ne vais pas le lire, mais vous pouvez voir qu'on identifiait l'âge, on identifiait la situation, le type de diabète, on mettait les antécédents et on a travaillé ça avec des enseignants qui donnaient des cours cette session pour être sûr que ça correspondait à la façon dont les étudiants sont évalués. Et puis, l'étudiant était appelé à décrire son attitude, ce qu'il dira ou ce qu'il fera. Et avec les réponses des étudiants, on a utilisé l'approche biopsychosociale et les modèles qui étaient utilisés dans le cadre de leur cours pour créer une grille de codification de leurs réponses. Et on a travaillé avec un évaluateur aussi, un évaluateur de compétences médicales pour créer un score. Et avec cela, on a pu faire une analyse quantitative des énoncés, en plus de l'analyse qualitative. Donc, les résultats sommairement, dans le confin du temps, on peut voir qu'on a vu que chez les personnes qui ont vu les vidéos avant de répondre au sondage, dans ce qu'on aurait appelé le groupe d'intervention finalement, si c'était des groupes différents, on avait une meilleure performance au scénario clinique et une importance accrue de la communication et de la collaboration dans leur perception de qu'est-ce qui est important. Pour eux, c'était plus la communication et la collaboration que les autres compétences. Donc, l'écart des points, et puis je vais vous le montrer, était plus grand dans ce groupe-là. Il a été aussi souligné par tous les participants de façon générale que la diversité et la richesse du savoir des personnes qui apparaissent dans la vidéo, les vidéos sont des atouts pour complémenter leur recherche, mais aussi des atouts parce que ça leur permet de réaliser que plusieurs choses qu'on leur enseigne, c'est la réalité. Donc, les étudiants étaient frappés vraiment par le fait de pouvoir presque vivre la situation que les patients partenaires partageaient. Donc, dans les leçons que nous avons apprises, la première, c'est qu'il était important d'engager les patients partenaires le plus tôt possible. Parce qu'il y a plusieurs suggestions qui nous ont été faites, que plus tard, quand on rencontrait de nouvelles personnes, ils me disaient, vous auriez dû penser à ça, mais on pouvait leur dire qu'on avait pensé à ça. Et ça nous rassurait aussi au niveau de l'avancement du projet. S'appuyer sur des facilitateurs communautaires. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand on est allé recruter les étudiants, les participants, on avait de la misère à recruter les personnes autochtones, malgré le fait qu'elles avaient notifié leur intérêt. Jusqu'au moment où on a parlé à une personne qui nous a dit qu'en fait, il y a dans la communauté autochtone la représentation de la personne aînée. Il l'appelait elder parce que c'était beaucoup plus des personnes, des autochtones anglophones.
Et donc, ils ont identifié une des personnes qui était l'un des participants, qui était un elder, une aînée dans sa communauté. Et le simple fait que cette personne puisse aller les voir et leur dire, j'ai participé au projet, j'ai déjà enregistré ma vidéo, puis je trouve que le projet est sécuritaire et défend nos intérêts, a facilité les choses. Donc, d'adapter les approches théoriques et l'approbation éthique à la particularité du projet, d'anticiper les délais supplémentaires parce que quelquefois, on a eu des patients qui étaient malades et qui ont dû ralentir leur implication au projet. Ensuite, de tenir compte du fardeau de la maladie et de ses conséquences. Donc, en conclusion, les vidéos narratives des patients et des patientes ont le potentiel de faciliter l'engagement des personnes vivant avec le diabète et l'application de leurs connaissances dans la recherche et l'éducation, de complémenter la formation académique des professionnels de la santé et des services sociaux et bien entendu de promouvoir la recherche qualitative. Les vidéos narratives sont peut-être un des domaines où ce serait compliqué d'utiliser seulement du quanti. Je ne sais même pas si ce serait possible. Donc, c'est vraiment une approche qui permet aussi de renforcer cette méthodologie. Je finis en soulignant le financement des organismes qui ont supporté mes travaux de postdoctorat, Action Diabète Canada, Society for Medical Decision Making et la Fondation Gordon and Betty Moore. Aussi, le Centre de recherche de santé durable Vitam et l'Université Laval. Les références, en premier, c'est l'article publié sur la phase 1 de nos travaux. Nous sommes en train de finaliser l'article 2. Et puis, ça me ferait plaisir de prendre vos questions, commentaires. Merci.